Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que j'ai horreur de faire des intros. Bon, j'ai pas sorti de vidéo depuis super longtemps, il s'est passé des tas de trucs. Et puis après, il y a eu le confinement où je me suis relancée dans d'autres activités que la création de contenu. Je me suis fracturée récemment, pour ceux qui ne me suivent pas sur les autres réseaux sociaux, la jambe et la cheville. Mais on m'a conseillé, et j'en avais envie, de refaire du contenu vidéo YouTube. Même si je me prends pas la tête à faire un truc hyper quali et tout, au moins donner un petit peu de contenu, d'infos, de sortir des choses. Parce que oui, là évidemment, je profite du seul jour où mon mec n'est pas là avec la caméra, la carte mémoire. Donc je tourne au téléphone sous une canicule de 40 degrés. Euh, En fait, j'ai l'impression que j'ai vraiment pas de vie quand il est pas là. Non, je rigole, hein, je suis super indépendante et tout. Mais voilà, en ce moment, j'essaie d'enlever le maximum de pression inutile dans ma vie et typiquement me forcer à faire pour l'instant un contenu hyper quali. Pour l'instant, ça sert à rien. On va déjà voir les retours avec la relance, sachant que c'est un sujet extrêmement intéressant et qui, je pense, je vais apprendre des choses à plus d'un, sans vouloir me jeter des fleurs et tout. En fait, j'ai repris des études cette année, d'où le manque d'activité, création de contenu et tout. Et je fais un mémoire donc, sur les femmes dans le sport, la pratique des sports urbains, etc. Et j'ai forcément toute une partie de définition de ce qu'est le street workout et de ses origines. Donc quand je me suis intéressée à la question, je me suis dit, alors on m'a dit que ça venait des États-Unis, de la Russie, et puis que ça avait été importé en Europe, et en fait, les gens qui m'ont dit ça l'ont entendu de gens, qui l'ont entendu de gens, qui l'ont entendu de gens. Ce truc de téléphone arabe là, c'est pas très scientifique comme démarche. Donc j'ai été un petit peu obligée de remettre tout à zéro, d'enlever toutes mes croyances, toutes mes connaissances, pour ensuite aller rechercher de l'info et de la donnée. Sachant qu'il n'y en a pas, sachant qu'il n'y a quasiment aucune publication sur le sujet. Donc j'ai dû aller chercher dans les tréfonds des réseaux sociaux tels que VK, Skyblog, Facebook, YouTube, pour essayer de comprendre à quel moment la discipline était née, comment elle était née et surtout comment elle avait réussi à se disperser dans le monde. Sachant que c'est, comme pas mal de sports émergents, une discipline dont la croissance est extrêmement liée à la diffusion de l'information numérique dans le monde. Donc ça a explosé au moment des réseaux sociaux, mais c'est pas pour ça que c'est né en même temps, c'est peut-être né avant. Alors déjà, il y a quelque chose que je voudrais préciser, c'est que c'est un état de mes recherches en l'état actuel, avec l'information actuelle qu'on peut trouver, qu'elle n'est pas forcément la vérité, mais que mes recherches, je les ai faites en toute honnêteté scientifique, académique, ce que tu veux, parce que mon but de base, c'était pas de vous transmettre l'information, mon but de base, c'était de faire un mémoire argumenté, documenté, pour avoir une bonne note et valider mon diplôme. Voilà. Donc si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des infos, déjà s'il vous plaît donnez-les-moi. Si vous avez des trucs contradictoires, donnez-les-moi parce que ça ne peut que me rendre service. Et puis surtout, moi je serais intéressée de savoir s'il y avait des gens qui avaient des connaissances sur ce sujet autres ou via d'autres plateformes. Alors déjà, j'ai dû déconstruire mentalement cette pensée que le calisthenics était part entière du street workout. C'est faux. C'est faux dans la définition de ce qu'est le calisthenics, c'est faux dans son étymologie, c'est faux dans sa pratique et c'est faux dans les usages qui sont faits de cette discipline. Calisthenics, en vrai, est un mot dont la définition a été remise au goût du jour finalement assez récemment. Je vais vous expliquer le terme calisthenics initial, ce qu'il voulait dire. Alors à l'époque où, que ça soit, comme on reprend l'exemple, les guerriers dans l'Antiquité, les acrobates dans le Moyen Âge, utiliser le poids de leur corps pour faire des figures, des exercices, se muscler, gagner en puissance, le mot calisthenics à ce moment-là n'existait pas encore. En fait, ce mot, il est apparu aux États-Unis et finalement il n'y a pas longtemps, et c'était une discipline qui était inspirée de la gymnastique dans le sens gymnastique exercice physique que les garçons faisaient appliquée aux filles. Le calisthenics, c'était la gymnastique des petits garçons, des jeunes garçons, qu'on mettait de façon moins violente, plus gracieuse, plus complète pour entraîner des jeunes filles. Donc je reprends mes notes pour être un peu plus précise.
Donc le terme est apparu aux États-Unis au milieu du 19e siècle avec le travail de l'éducatrice Katharine Beecher, qui en fait, elle, s'est inspirée de la gymnastique suédoise pour en fait proposer une technique d'entraînement qu'elle a publiée dans un livre qui s'appelle Physiology and Calisthenics for School and Family en 1867. On ne parle pas du tout Moyen-Âge, on ne parle pas du tout Antiquité, c'était le 19e siècle, c'est quand même relativement récent. Et en fait, donc, comme je vous l'ai dit, ça reprend l'exercice de gymnastique, mais en excluant les efforts musculaires violents et les exercices traumatisants pour le corps. Ils sont gracieux, rythmés, souvent accompagnés de musique et s'adressent principalement aux jeunes filles, quand les garçons, eux, continuent de pratiquer la gymnastique. C'est seulement ensuite, par extension de sa définition, que le calisthenics, kalos, sténos, la beauté, la force par la beauté pour la force, ça dépend dans quel sens on le prend, a été popularisé. Donc uniquement à partir du 19 voire 20e siècle. Et là, ça a englobé les exercices qu'on pouvait effectuer au poids du corps et en utilisant la gravité pour tout simplement se muscler, se construire un corps. Le calisthenics, comme on l'utilise aujourd'hui, dès qu'on dit calisthenics, on pense street workout, c'est complètement faux. Un pompier qui va faire ses exercices, un acrobate qui va faire ses figures, un tennisman qui va faire des exercices pour s'échauffer ou pour récupérer, fait du calisthenics. Le calisthenics, c'est simplement la méthode d'entraînement qui fait que, avec simplement ton corps et la gravité, tu vas pouvoir créer du muscle, créer une agilité dans les articulations et créer de la puissance. Ça n'a rien à voir en fait avec uniquement le street workout et je me permets de le dire là parce que l'usage de ce mot est complètement abusif. Sans vouloir taper sur personne, rien que le fait que la fédération dont je fais partie maintenant, donc j'ai aucun intérêt à dire quoi que ce soit de mauvais à ce sujet, s'appelle Fédération de Street Workout et Calisthenics. Le calisthenics n'est pas réservé au street workout, le calisthenics est une méthode d'entraînement que l'on peut appliquer dans divers sports et diverses situations. Et en fait, le calisthenics retrouve sa popularité depuis les années 50 avec la baisse de l'attrait qu'on a pour le bodybuilding, le culturisme, une recherche globale, une tendance mondiale à vouloir revenir à des bases, que ce soit en termes de sobriété énergétique, de mode de consommation, mais aussi de notre rapport au corps et de comment on le transforme. Et les gens, en ce moment, la mode est à la simplicité. N'avoir utilisé que son corps pour s'entraîner, c'est simple. Et donc c'est pour ça que le terme a pris énormément d'ampleur. Il y a un bouquin très bien qui s'appelle Calisthénie, la musculation globale en 2017 d'Antoine Locuratolo, qui retrace très bien en fait cette histoire du calisthenics. Parle également par exemple de techniques qu'utilisent les moines Shaolin pour s'entraîner. Enfin, vous voyez que c'est un sujet beaucoup plus vaste que celui uniquement du street workout et je pense qu'il serait temps d'arrêter d'utiliser ce terme toutes les sauces, avec tous les abus possibles pour en fait le rattacher au street workout alors que... Deuxième aspect sur les fondations du street workout. Donc le calisthenics n'est pas que du street workout, mais le calisthenics est une partie de l'échauffement du street workout, est une méthode d'entraînement qu'on applique en street workout. On est d'accord, c'est bien une des bases, mais c'est aussi la base d'autres sports. À côté de ça, il y a une discipline qui est née à peu près dans le même temps que le calisthenics a repris ses lettres de noblesse, qui est le gimbar, il y a très peu d'infos dessus. Je m'avance à tâtons, je parle et je lis espagnol, donc j'ai réussi à me documenter, mais il y avait quand même peu de choses. Mais le gimbar semble, même je pense, est l'ancêtre de la partie agilité du street workout. Donc de ce qu'on a en information, c'est une discipline qui serait née dans des quartiers de Bogota, donc en Colombie, ce qui pourrait peut-être expliquer pourquoi les Colombiens sont si chauds en agilité, et les Colombiennes. Ce que j'ai pu voir, elle serait née dans le quartier de Fontibon et Kennedy. Donc je ne sais pas la fiabilité de cette source. Simplement, c'est vrai que dans les années 50-60, en Amérique latine, il y avait beaucoup d'installations sportives qui étaient mises en place en extérieur, pas du tout comme en Europe, et qu'il y avait des grandes barres de gym en extérieur. Et lorsqu'on regarde les anciens blogs, les anciens comptes de teams aujourd'hui, et puis même aujourd'hui même, le terme revient à la mode, que ce soit sur Insta, sur d'autres réseaux sociaux,
il y avait bien un terme gimbar qui existait et qui consiste en fait à faire des acrobaties autour de la barre. Et si vous vous y intéressez un petit peu, vous voyez quand même que c'est slightly different du street workout. C'est un petit peu, pour parler au français, l'aspect un peu singe brouillon qu'on voit des fois dans l'agilité. C'est pas du tout un commentaire négatif, mais c'est l'aspect, voilà, on va se tordre, on va remonter par des espèces de German muscle up bizarres. Enfin voilà, si vous tapez Gimbar sur YouTube et sur Instagram, vous allez trouver. Il y a beaucoup de gens en Amérique latine qui utilisent encore ce terme. Donc 50 ans après, il y a, donc aux années 2000, les réseaux sociaux qui émergent. Et je dirais plus qui émergent, qui explosent en quelques années. À partir de ce moment-là, il y avait une connexion entre les réseaux de Sud-Amérique et de l'URSS par les jeux politiques qu'il y a toujours eu au niveau mondial. Et les Russes découvrent le gimbar et retrouvent dans cette discipline des choses qu'ils faisaient déjà avant eux-mêmes. C'est-à-dire que je veux dire les Russes, mais je parle bien évidemment des pays slaves, ça peut être aussi l'Ukraine, la Pologne. Euh, les Russes ont toujours eu une culture du sport et du physique qui n'a rien à voir avec la nôtre, surtout au moment où en fait c'était donc avant les années 2000, qu'on était encore dans les années URSS, les années soviétiques. Euh, pour l'État, c'était très important de montrer que son peuple était un peuple d'hommes et de femmes solides, costauds, qui faisaient du sport, tout simplement pour des enjeux politiques. Le grand truc à l'époque, c'était qui allait gagner les JO. Donc pour vous dire que la guerre, elle se joue pas toujours que sur des champs de bataille. Là, c'était principalement au niveau du sport et la Russie était très en avance là-dessus et poussait énormément. Ma maman qui est partie du RSS dans les années 90 me disait que le sport pour les jeunes, pour les enfants, était complètement gratuit et on était complètement poussé à faire du sport. Pour les filles, c'était patinage artistique, gymnastique. Pour les garçons, gymnastique et puis d'autres sports évidemment. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose d'ancré dans la culture et il y avait déjà des spots en extérieur en URSS, dans les cités ouvrières, dans les parcs, tout simplement parce qu'on encourageait les gens à se muscler et à avoir un physique avantageux, que ça soit pour en fait être plus efficace à l'usine ou pour si un jour il fallait partir en guerre. Donc en Russie, il y avait déjà du coup des gens qui pratiquaient des exercices de calisthenics pour se muscler. Il y avait tous ces jeunes gens qui pratiquaient la gymnastique et qui se retrouvaient des fois sur des spots extérieurs, pardon, peut-être quand les salles étaient fermées ou sous certaines conditions, etc. Et ils découvrent le gym bar sur Internet et ça se popularise très très vite en Russie sous l'appellation tournik. Tournique qu'on peut traduire par tourniquet en français, donc vraiment l'aspect agilité qui a très certainement dû séduire les adeptes de gymnastique de l'époque. En termes de contenu visuel, la première vidéo de Gimbar que j'ai pu retrouver, si évidemment vous en trouvez une plus vieille, n'hésitez pas à mettre en commentaire, date de 2007. Et puis à peu près popularisé en 2009, mais très vite en fait ce terme est tombé dans l'oubli et là on le retrouve maintenant sur Instagram sous certaines publications parce que les gens se sont rendus compte que la Colombie et l'apport qu'elle avait eu avec un certain style d'agilité qu'on appelait le gimbar a été complètement oublié, complètement mis de côté par des pays qui aujourd'hui ont un certain monopole, je dis bien un certain monopole sur le street workout mondial. On va pas se mentir, les pays qui sont toujours en train d'organiser des compétitions, nanana, pour l'instant, c'est pas l'Amérique latine. Ils ont beaucoup de mal à trouver des sponsors, ils ont beaucoup de mal à trouver des compétitions, à faire des compétitions pardon, à l'international. Pourquoi? Bon, en tout cas, le marché du street workout a été pris par des pays slaves, États-Unis, et puis l'Europe, ça commence. Mais en tout cas, l'Amérique latine ne s'est pas positionnée là-dessus, et on se rend compte maintenant qu'il y a peut-être un petit peu de mérite à rendre en fait aux Colombiens des années 50-2000 qui ont propulsé l'agilité en fait dans le monde, au niveau en tout cas soviétique. Donc avant les années 2000, l'entraînement au poids du corps existait, le gimbar existait. À partir des années 2000, explosion des réseaux sociaux, en Russie, la pratique se popularise, inspirée entre la gymnastique,
le gimbar et puis d'exercices de musculation basiques. Et alors Hannibal Forking dans tout ça, vous allez me dire. Parce que oui, pendant longtemps, j'ai fait, sans vraiment le vouloir, l'amalgame que pour moi le street workout, enfin en tout cas le calisthenics c'était né aux États-Unis et que Hannibal Forking avait euh, propulsé des figures de force, de statique, même si la forme n'a rien à voir avec aujourd'hui, et que en gros ça serait un petit peu là l'événement marqué du street workout. Bon, déjà on a pu voir que c'était faux parce que le gimbar euh, avait déjà commencé à apporter cette touche street workout que beaucoup aujourd'hui pratiquent, qui est l'agilité. Et oui, on peut dire que Hannibal Forking a participé à la popularisation du sport, mais les Russes étaient déjà bien loin. Par contre, c'est vrai qu'Hannibal Forking et sa vidéo est tombé à un moment où l'écoute et l'audience étaient maximales pour ce genre de sport et où la discipline avait déjà commencé à évoluer. Il faut savoir que cette vidéo, qui est extrêmement connue, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai le lien dans la description, tournée dans le Queens, date de 2013. Mais l'équipe dans laquelle était Hannibal Forking s'appelait Bartendaz et était créée depuis 2003 déjà. Donc quand certains me disent oui street workout année 2010, nanana, pas du tout. Déjà dans les années 2000, il y avait du monde et même en France dans les années 2000, il y avait déjà du monde qui commençait à se mettre en place. Par contre, ce qui est intéressant avec l'histoire d'Hannibal et le succès de sa vidéo, c'est que lui en fait, autre que l'aspect technique, sportif, a apporté en plus une image au street workout. Il a apporté une image de sport pour personnes défavorisées, pour des personnes qui n'avaient pas les moyens d'aller faire un sport encadré en club, quel qu'il soit. Euh, il ne faut pas oublier qu'Hannibal Forking a été quand même eu des problèmes de drogue et de violence à l'époque, et c'est que ce sport qui l'a aidé à s'en sortir. Le but de l'association, enfin de la team Bartenda, c'était de sensibiliser les jeunes à la criminalité et à l'alcool et à la drogue. Donc ça nous fait un petit package ghetto qui est quand même déjà bien défini, quoi. Et les gens ont vu ça, et c'est là qu'est apparue vraiment peut-être l'appellation street workout dans le sens où on utilise le street. Et pas le street dans le sens, ça aurait pu être outdoor workout. Non, on l'utilise dans le sens street workout. Pendant longtemps, on a même appelé ça le ghetto workout, mais ça a finalement été très vite rejeté par les pratiquants, notamment parmi les premiers qui étaient là-bas aux États-Unis, parce que l'image était vraiment beaucoup trop négative pour finalement des valeurs que ce sport transmet qui sont magnifiques. Donc on a conservé le street workout avec un certain imaginaire issu du monde de la rue, qui a beaucoup été repris en France, moins en Russie par exemple. Et on va dire que c'est à partir de 2008 où on a vraiment de plus en plus de contenu qui sort, de plus en plus d'images, de vidéos, etc. Donc à partir des années 2008, oui, que le street workout a vraiment commencé à se faire connaître et à laisser sa trace sur Internet de façon régulière. Et il y a beaucoup de gens qui venaient d'autres univers sportifs urbains qui se sont rattachés à la discipline ou qui ont réutilisé des codes ou inversement, on a apporté des codes à certaines autres disciplines urbaines. Je parle bien évidemment de tout ce qui est art du déplacement, du cirque, l'acrobatie, le breakdance, parce qu'il y a ce modèle de compétition sur de la musique, sur des 45 secondes, des battles amicales et tout. Et en gros, le street workout s'est vraiment imposé comme un sport dit urbain à part entière grâce à ça en fait. À partir du moment où il y a une demande de la part de pratiquants, les villes mettent en place, les villes qui n'étaient pas équipées, donc très principalement en Europe, d'aires d'entraînement en plein air, en mettent en place. En France, par exemple, c'est extrêmement récent, un parc de street workout, de musculation en plein air avec les petits trucs pour mamie, deux barres de traction en métal, oui, il y en a toujours. Mais des trucs sur lesquels on peut faire des exercices inspirés de la gymnastique ou se lester en sécurité, etc., ça n'existait pas. Création de ces spots remet en cause la légitimité de l'appellation street, notamment en France. Il n'y a plus personne qui s'entraîne dans la rue. Il y a les gens qui s'entraînent dans la rue vont le faire pour aller prendre des photos, pour aller faire leur vidéo Insta, pour faire un show, pour mettre le chapeau, voilà, en mode pour faire un petit spectacle. Mais plus personne ne va sérieusement s'entraîner dans la rue.
Les gens l'ont fait pendant le confinement. Ils ont recompris pourquoi ça s'appelait street workout. Mais en vrai, si tu veux progresser et être en sécurité, tu ne peux plus t'entraîner dans la rue. C'est, faut vraiment, enfin, il y a des puristes peut-être, sûrement, qui le font, mais je veux dire, c'est pas du tout une tendance générale. Donc tu peux remettre en question l'appellation street workout. C'est là qu'on comprend qu'en fait, le nom de street workout induit beaucoup en erreur, puisqu'aujourd'hui le street workout, il se caractérise pas par l'endroit où tu le pratiques, comme ça a été le cas avant. Il se caractérise par des mouvements qui lui sont propres, qu'on ne retrouve pas en gymbar, qu'on ne retrouve pas en gymnastique, qu'on ne retrouve pas en parcours, qu'on ne retrouve pas en breakdance. Il y en a. Et par le style que les pratiquants mettent en avant, que ça soit en termes musical. Les musiques du street workout n'ont rien à voir avec les musiques des autres sports urbains, vraiment pas, et encore moins avec la gymnastique. Avec ce qu'on va appeler le flow, c'est-à-dire une attitude, euh, des combinaisons qui font que tu as un certain rendu visuel particulier. Et le street workout se définit en fait plus par ça que par vraiment un sport de rue, musculation, gymnastique. Et le but en fait, quand on veut commencer à institutionnaliser un sport, quand on essaie de le professionnaliser, c'est qu'il faut qu'il ait une identité propre. Et je sens que là, depuis 2 ans, le street workout est en train de dégager son identité propre, qu'elle est en train de se former pour qu'on arrête de tout le temps le comparer à d'autres formes de sport, gymnastique, etc. C'est la condition sine qua non pour que ce sport soit un jour pris au sérieux, passe un jour en sport officiel, passe un jour au JO, trouve des sponsors conséquents, c'est la seule condition. Il faut que le street workout se crée une identité claire, précise et qu'on décide sur quel aspect on va le faire. Donc pour résumer, les gens qui me disent street workout égale calisthenics, personnellement, je vous dis non. Pour les gens qui me disent le street workout est né aux États-Unis et en Russie, je vous dis oui, mais doucement, le calisthenics existe déjà depuis très longtemps et finalement, c'est les Colombiens qui ont été les premiers à rajouter l'agilité dans le street workout. Au niveau de la force, on n'a malheureusement rien inventé, tout a été pris de la gymnastique qui, elle, existe depuis des siècles. Et de trois, pour ceux qui aiment définir le street workout comme un sport de rue, le parcours est un sport de rue. Le breakdance est un sport de rue. Le street workout est un sport maintenant, en tout cas en France, qui se pratique à l'extérieur, mais c'est avec des origines de la rue, mais ce n'est plus un sport de rue. Et je sais que je vais heurter l'imaginaire romantique de beaucoup de personnes en disant ça, mais c'est la vérité. C'est pas pour ça que le street workout ne transmet pas des valeurs qui sont des valeurs qu'on retrouve principalement par exemple, dans la rue. Des valeurs d'abnégation, des valeurs de courage, de toujours se battre, de toujours aller plus loin, de ne pas avoir peur de se faire mal, de ne pas avoir peur de se prendre des coups, d'accepter tout le monde, quelle que soit la différence sur un spot, vu que c'est un spot public, d'utiliser des sons avec des résonances urbaines. Oui, c'est un sport street. Mais le street workout, l'appellation lui-même, je trouve, commence à porter confusion. Encore plus street workout et calisthenics. Calisthenics, on le sort. Calisthenics, c'est une méthode d'entraînement, ce n'est pas du street workout. Donc je fais cette vidéo dans le but d'aider le développement de ce sport parce que on sent que c'est un sport à part entière, on a du mal à dire vraiment pourquoi encore. Bon, en tout cas, je ne veux pas vous asséner ces recherches comme une vérité absolue. Au contraire, j'aimerais que dans la barre des commentaires, si vous avez quoi que ce soit comme information à mettre, vous le mettiez. Surtout que s'il y en a pas mal, ou que par exemple je me suis complètement trompée sur un sujet, je pourrais refaire une vidéo en arrondissant les angles. Euh, et puis, pour ceux qui ne connaissaient pas un petit peu cette historique, j'espère vous avoir appris des choses. Et j'espère surtout que du coup, on puisse un petit peu dégager le passé de ce qu'est le street workout pour arrondir la définition actuelle et ensuite pouvoir regarder vers le futur en disant voilà ce qu'on veut pour ce sport et voilà pourquoi on le veut, pourquoi est-ce qu'on est légitime à demander certaines choses. Sur ce, j'espère que la qualité n'a pas été trop insupportable, surtout au niveau du son. J'avais beaucoup d'envie et d'énergie de faire cette vidéo aujourd'hui, donc je me suis lancée. Et voilà, j'attends vos retours avec impatience et puis je vous souhaite bien évidemment une très bonne semaine.